Merci Régis, bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, rappeler certaines choses. Aujourd'hui, on parle d'enfants, il y a de l'humain, on a beaucoup parlé de chiffres et c'est important de rappeler ces chiffres. Mais derrière ça, il y a une vulnérabilité terrible. Tout est dit dans le nom en fait. Quand on parle de MENA, on dit qu'ils sont mineurs, donc ils sont dans un état de vulnérabilité potentielle. Ils sont étrangers, donc souvent ils ne maîtrisent pas la langue ou ils ont un gros décalage culturel. Ils sont non accompagnés, donc vous voyez, ils sont triplement vulnérables. Alors on a beaucoup parlé pas des problématiques qu'ils rencontrent. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller les rencontrer à plusieurs reprises. Et c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez développé aujourd'hui, c'est la participation. C'est-à-dire qu'on est en train de penser toute une série de dispositifs et les principaux concernés, c'est-à-dire les enfants eux-mêmes, doivent faire partie de la solution. Ce droit à la participation, c'est quelque chose qui est consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc souvent, moi je le rappelle, donc c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est le texte le plus signé au monde. Tous les États au monde l'ont signé, sauf les États-Unis. Et il a un caractère contraignant. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en disant ça, je vous dis que le droit à la participation, ce n'est pas un privilège qu'on leur fait, c'est quelque chose qui leur est vraiment dû. J'ai rencontré à la gare du Midi un enfant de 9 ans qui dormait dans la rue. Alors que les taux d'occupation, on a parlé des phases 1, phase 2, phase 3, à ce moment-là, en phase 1, on avait un taux d'occupation de 38%. Donc ça veut dire qu'il y avait 62% des lits qui étaient disponibles. Et il y avait une trentaine de jeunes qui étaient en train de dormir dans la rue. La plupart ont des gros problèmes d'assuétude. Ça sniffe du détergent, du white spirit, parfois ils sont sous crack. Donc on a, on a des jeunes qui sont très abîmés. Et lorsque je demande à ce jeune pourquoi tu consommes, première chose qu'il me dit, vous savez, moi monsieur, je vole toute la journée. Toute la journée, je fais que voler. Parfois pendant 2-3 jours, j'ai rien à manger. Je suis sale, je suis un pouilleux. Et il dit, et alors il me précise, je suis d'origine marocaine et c'était un jeune maghrébin, et il me dit en arabe, il me dit, mais mes parents m'ont pas élevé comme ça, moi je suis pas un voleur à la base. Mais il dit, je suis obligé de le faire. Et je consomme pour oublier la faim, et je consomme pour oublier qui je suis. J'ai rencontré une jeune fille, elle avait 13 ans. Elle se prostituait dans une caticabine pour manger. Vous voyez ? Donc quand on parle de vulnérabilité, et tout a été pointé, mais derrière ça, il y a de l'humain. C'est pour ça que je relaie aussi les différents témoignages. Alors cette question-là, pour apporter une réponse qui soit cohérente, on doit avoir une réponse qui est collégiale. Il y a plusieurs questions. La première question, c'est la question de l'hébergement, du logement. Il y a deux visions qui s'affrontent quand c'est comme ça. La première, c'est la philosophie du housing first, donc du logement d'abord, et une fois qu'on a mis en sécurité et que les besoins primaires sont rencontrés, alors on peut travailler la question du traumatisme qui a été vécu, on peut travailler la question des assuétudes, on peut travailler la question de la prise d'autonomie, etc. Et puis il y a l'autre manière de voir les choses, c'est-à-dire on va essayer de travailler sur les symptômes, et quand ils sont suffisamment mûrs, on les fait basculer vers un logement parce qu'on aura plus de sécurité. La première option, on est, d'après les études qui sont faites, avec un taux de réussite de 80%, la deuxième, on est à 13%. Donc, il n'y a pas photo, la première chose qu'il faut faire, c'est trouver de l'hébergement pour ces gamins. Deuxième question, on a parlé de la scolarité, et lorsqu'on parle de scolarité, il y a les projets innovants et qui sont nécessaires, parce qu'effectivement, il y a toute une série d'enfants qui ont un parcours migratoire, qui n'ont jamais été scolarisés, qui connaissent même pas l'institution école, qui ont vécu de manière quasi fusionnelle avec leurs parents lorsqu'ils sont accompagnés, parce qu'il y a aussi ce type de profil. Et on a aujourd'hui, on a parlé de 3 dispositifs qui fonctionnent avec des moyens qui sont assez dérisoires, et on est en train de se battre, et moi-même je les soutiens comme je peux, et chaque fois que j'ai une tribune qui m'est offerte, je manifeste mon soutien de manière inconditionnelle. Mais on a des expériences probantes qui donnent des résultats qui sont quand même assez bons. Et on ne fait pas le cadastre de ces expériences probantes, et surtout on ne les pérennise pas. Et ce que j'ai souvent vu, moi, dans ma carrière, j'ai travaillé 20 ans dans le secteur de l'aide et de la protection de la jeunesse, c'est que j'ai souvent vu des belles initiatives qui meurent de leur belle mort parce qu'il n'y a pas une stratégie de pérennisation en parallèle. Ça, c'est la première question, c'est avant la scolarité. Et pourquoi la scolarité est importante ? Parce que la scolarité ouvre toute une série de droits pour ces enfants. Par exemple, pour pouvoir avoir accès à une mutuelle, il faut être scolarisé depuis 3 mois.
Donc ceux qui ne sont pas scolarisés n'ont pas accès à. Donc la scolarité, au-delà de l'importance qu'elle apporte pour l'enfant, elle ouvre aussi toute une série de droits. Alors il y a les dispositifs d'ASPA. Les dispositifs d'ASPA sont très intéressants. Il y a des choses à améliorer dans les dispositifs d'ASPA. Aujourd'hui, la durée, c'est 18 mois. Est-ce qu'en 18 mois, lorsqu'on ne maîtrise absolument pas une langue, est-ce qu'on peut s'approprier une scolarité dans un délai aussi court? Toutes les études académiques démontrent que pour maîtriser une langue, il faut environ 7 ans. Si aujourd'hui, je vous projette un reportage en russe, sans image, avec quelqu'un qui est en train de parler en russe, c'est peut-être pas le meilleur exemple, on peut prendre une autre langue, mais je crois qu'on perd la moitié de la salle après 3 minutes, et pourtant on demande à ces gamins de s'approprier une scolarité dans ces conditions. Donc il y a une réflexion à avoir sur la taille des classes, il y a une réflexion à avoir sur le délai de ces dispositifs d'ASPA, et il y a une réflexion à avoir aussi sur la transition entre ces dispositifs d'ASPA et la scolarité, parce que souvent ça peut très bien se passer pendant le dispositif, et puis malheureusement par la suite il n'y a pas un accompagnement bienveillant qui se fait, et on en perd beaucoup. Donc la question de la scolarité, elle est fondamentale. On a parlé des tuteurs, mais et on l'a sous-entendu. Moi, je peux témoigner, depuis le 1er février, j'ai pris mes fonctions le 1er février, et en fait, dans mon institution, on a un groupe de travail dans lequel tous les acteurs, enfin pas tous, mais les acteurs principaux qui sont actifs sur cette question des MENA sont représentés. Et donc, bien entendu, le service des tutelles est représenté, l'Office des étrangers, FEDASIL, l'aide à la jeunesse, le secteur associatif, etc., etc. C'est très important parce que le phénomène migratoire est un phénomène qui change de mois en mois. De mois en mois, on a des données qui sont différentes, que ce soit les taux d'occupation, que ce soit le nombre de tuteurs qui sont disponibles. Et aujourd'hui, il y a un délai d'attente d'environ 3 mois et demi, 4 mois pour pouvoir désigner un tuteur, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour ces pauvres enfants. Mais quand j'ai démarré, on était, je crois, à 9 mois. On était à 9 mois. Donc on a quand même réussi à réduire ce délai, et j'espère, il faut continuer à le faire, œuvrer là-dedans, mais il y a un manque cruel de tuteurs, et ça aussi, si on veut apporter une réponse qui soit conséquente, et si on veut faire valoir les droits des MENA, il y a un renforcement qui doit se faire, et peut-être qu'une des pistes, c'est davantage d'avoir des tuteurs qui soient pleinement, dont c'est le métier. Parce que, comme on l'a dit, il y en a beaucoup qui font ça à côté d'eux. Et donc, avoir des tuteurs salariés, ce serait peut-être intéressant. Et si on parle des tutelles, il y a aussi un autre point qui est important, c'est le manque de cohérence dans le paysage institutionnel belge. Par exemple, le service des tutelles, ça a été mis sur le PowerPoint tout à l'heure, il dépend du ministère de la Justice et pas de l'Asile et Migration. Et avec tout le respect que j'ai pour le service des tutelles, et je crois que vu les chantiers, les défis et le sous-financement de la justice, le service des tutelles ne sera jamais une priorité pour le ministre de la Justice. Ou en tout cas, ce sera peut-être sa dernière priorité. Ce serait peut-être plus cohérent qu'il y ait un pilotage unique à ce niveau-là, mais voilà le genre d'absurdité. Et très vite, on va vers la fragmentation des compétences. Or, l'enfant, on doit le voir dans sa globalité, et c'est pour ça qu'on va aborder la question de l'intersectorialité. Alors, on a parlé de l'aide à la jeunesse, qui est mon secteur de cœur, mais l'aide à la jeunesse, on a parlé d'une volonté de l'aide à la jeunesse d'intervenir. Moi, je dirais, il y a surtout une volonté aujourd'hui du non-mandaté d'intervenir. Alors, c'est vrai qu'il y a une convention à titre humanitaire. La convention prévoit 120 places. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 93 qui sont effectives. Si on compare avec nos amis flamands, vous voyez qu'en Flandre, il y a déjà plus de 500 places qui ont été créées, et la volonté est d'aller davantage, parce qu'eux considèrent, et je pense à juste titre, mais je ne viens pas sur la question du financement, parce que je comprends pourquoi il y a des freins au niveau de l'aide à la jeunesse, mais en Flandre, ils considèrent que les enfants nécessitent une aide spécialisée, parce qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité terrible, et qu'ils sont soumis à plein de problématiques, et donc il faut mettre en place une aide spécialisée. Ça, c'est la vision flamande. Malheureusement, du côté francophone, et pour des raisons purement financières,
vous connaissez l'état des finances du secteur de l'aide à la jeunesse. Vous voyez, il y a eu des manifestations, et je suis pleinement solidaire de ces manifestations, mais aujourd'hui, il y a 4400 jeunes qui sont en attente d'une prise en charge mandatée dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Et donc, dans ce contexte, dire qu'il faut créer des places en plus pour les MENA, ce n'est pas toujours très, très audible. Et pourtant, il faut aller vers cette aide spécialisée, parce que ces gamins-là, quand on a 9 ans et qu'on est dans la rue, c'est peut-être intéressant d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire avec des gens qui soient bien outillés pour pouvoir favoriser leur intégration et puis favoriser une prise d'autonomie qui soit sereine et stable. Alors on a parlé de la mise en réseau. La mise en réseau, elle se fait à 3 niveaux. On a parlé beaucoup du niveau local et il est fondamental. Il doit se faire aussi au niveau départemental et encore plus dans un contexte de rareté des ressources. Aujourd'hui, la plupart des administrations fonctionnent en silo. Chacune regarde son cahier de charges et ça manque de ponts, ça manque de... Et je vais même aller plus loin. Moi, ce que j'ai beaucoup constaté, c'est parfois une dispersion de moyens pour des résultats qui ne sont pas très bons. Alors que s'il y avait davantage de dialogue, davantage de confiance, davantage de vision commune, on pourrait vraiment dépasser les choses. Et puis, il y a un autre niveau, c'est au niveau ministériel. Ça doit devenir une priorité politique, et ça, c'est pas gagné, malheureusement, parce que c'est pas la question la plus sexy politiquement. Et vous voyez qu'il y a déjà des opinions publiques différentes dans le nord et dans le sud du pays. Cette question migratoire est une question qui peut vite crisper. Mais donc, cette intersectorialité, elle doit se faire à tous les niveaux, au niveau local, au niveau administratif et puis au niveau politique. Alors pour construire un réseau, on ne doit pas partir d'une feuille blanche, et ça a été dit tout à l'heure. Il y a déjà plein d'expériences qui sont assez intéressantes, qui ont déjà fait leurs erreurs de jeunesse et dont on peut s'inspirer, en tout cas s'inspirer des recettes gagnantes. Le réseau, pour qu'il fonctionne, il faut d'abord qu'il y ait de la confiance entre les acteurs. Et ça, on l'oublie souvent, c'est le minimum, c'est qu'on puisse faire confiance à l'autre et qu'on puisse co-construire des choses. Le réseau, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit bien articulé. Parce qu'un réseau qui est mal articulé, c'est un réseau qui fait des dégâts. Et à la limite, ça ne vaut même pas la peine de le mettre en place. Un réseau qui fonctionne bien, c'est un réseau qui a une vision commune, qui a un point de convergence, et où il y a des acteurs qui ont des points de vue différents, voire divergents. Et c'est le cas si on veut agir sur cette thématique. On doit écouter l'autre, on doit connaître le cadre de l'autre, on doit aussi voir quels sont les impondérables. Et lorsque tout ça est mis en place et qu'on trouve le point de convergence qui connecte tout le monde, généralement on arrive à dépasser, chacun dépasse légèrement son cadre et on arrive à apporter une réponse intelligente. Ce qui est important aussi dans les réseaux et qu'on oublie souvent de faire, c'est de prendre en considération ceux qui sont en première ligne. Souvent, ceux qui construisent les réseaux sont les décideurs. Mais ceux qui l'appliquent ne sont pas autour de la table et négocient pas. Et donc, c'est important de faire percoler à chaque niveau de l'organisation qu'on représente les informations, les partager, faire en sorte qu'il y ait de l'adhésion, faire en sorte qu'il y ait de la co-construction, parce que sinon, les choses fonctionnent pas très bien. Et puis, j'ai parlé de la question de la participation des publics bénéficiaires. Personnes qui vivaient en situation de précarité disaient ce qui est fait en mon nom, ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Et c'est important d'entendre, parce que les jeunes ont une expertise incroyable. Ils sont les experts de leur vécu, mais ils sont ancrés dans le principe de réalité. Et lorsque j'ai discuté, par exemple, je reprends le cas des MENA, lorsque j'ai discuté avec eux, ils expliquent ce qu'ils ont vécu, ils expliquent comment parfois l'associatif peut apporter de mauvaises réponses à leurs besoins. Ils expliquent les solutions qu'il faudrait apporter, parce qu'ils savent directement ce dont ils ont besoin. Et ne pas les écouter, c'est oublier... en fait, on aura un dispositif qui sera moins performant, moins légitime aussi. Et puis aussi, ça permet d'avoir parfois des constats. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai discuté avec eux, il y a... je vais le nommer, un bâtiment qui appartenait au SAMU social à Bruxelles, qui accueillait toute une série de jeunes, principalement des jeunes maghrébins. C'est très territorialisé sur Bruxelles d'ailleurs. Et puis, ils ont mis dehors ces jeunes
en disant le bâtiment est insalubre, on doit faire des travaux, on doit le remettre aux normes, etc. Et 2 jours après, on a mis des Ukrainiens à la place. Vous voyez ? Et donc, quand institutionnellement on apporte des réponses de ce type-là et qu'on met en concurrence, et il n'y a rien de pire à faire que de mettre en concurrence des publics précaires, les jeunes, ils le voient, il y a une perte de confiance, et ils dénoncent toute une série de choses. Et pour moi, c'est, en tout cas, dans le cadre de mes missions, c'est quelque chose qui est très riche et qui est vraiment, vraiment important. Et donc, si vous voulez que les réseaux que vous mettez en place, à quelque niveau que ce soit, soient légitimes et soient crédibles, il faut qu'ils fassent partie de la solution. C'est la meilleure manière de réussir. Alors, juste peut-être encore un petit commentaire sur les différents chiffres. Vous avez vu, on a parlé de 600 MENA qui étaient hébergés en région wallonne, 600 sur 3500. Donc ça veut dire que proportionnellement, les Flamands et Bruxelles développent davantage de réponses que nous le faisons en région wallonne. Par rapport à ces chiffres, il y a aussi un questionnement à avoir, même en termes de pilotage. Je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe en Flandre. En Flandre, il y a un pilotage. Ils ont rationalisé toute une série de compétences où nous continuons à fragmenter, et donc le dialogue interdépartemental dont je parlais devient de plus en plus compliqué. En Flandre, le ministre Benjamin Dalle, qui est le ministre de la Jeunesse, est aussi ministre a directement conventionné avec Fedasile et a dit moi, ok, j'ai l'aide à la jeunesse, j'ai la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, j'ai mes auberges de jeunesse qui sont là. Elles ont un taux d'occupation de 50 à 60%. Ça veut dire que 40% du temps, elles sont vides. Et donc, peut-être que ce serait intéressant, via un financement qui est payé par Fedasile, de mettre à disposition ces lits pour accueillir des MENA. Vous voyez, quand il y a un pilotage unique, ça permet de trouver des solutions créatives, ça permet de favoriser ce dialogue interdépartemental, et ça ne demande pas des moyens supplémentaires, parce que Fedasile, de toute façon, finance ces places. Et pourquoi je suis pour qu'on aille davantage vers l'aide spécialisée? Parce qu'aujourd'hui, les structures qui accueillent au niveau de Fedasile, ils accueillent parfois, c'est dans des dortoirs où il y a 40, 50 personnes, et c'est très très compliqué de faire un travail de qualité à ce niveau-là. Donc voilà, on est tous des acteurs de changement, on peut tous apporter une réponse à notre niveau, mais c'est important aussi d'avoir une réflexion qui soit une réflexion globale et aux différents niveaux de pouvoir. Au niveau du DGDE, nous, on a 2 grandes forces. La première, c'est qu'on a quand même un dialogue permanent avec les autorités politiques, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le politique, il fait partie de la solution, et si on veut un changement sur l'environnement social, sur les institutions, sur la base réglementaire, on doit être en résonance avec les autorités politiques, c'est eux qui ont la légitimité pour le faire. Et puis la deuxième force, c'est qu'on a aussi accès aux médias peut-être plus facilement, et donc parfois on peut faire exister une priorité au niveau médiatique pour qu'elle devienne une priorité politique. Voilà, merci à vous.